Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bonjour Marine. Bonjour à tous, merci d'être en direct avec nous sur France 3. Oui, en ce mardi 4 novembre, au total, 16 départements sont placés en vigilance orange, crue, inondation, pluie, orage et puis vagues, submersion également pour le littoral méditerranéen. Les rivières ardéchoises, elles sont en crue. Nous décrypterons et puis nous reviendrons en images et en duplex sur ces événements météorologiques un petit peu plus tard dans votre magazine. Mais pour le moment, Marine, nous partons où? Eh bien dans le Tarn, pour découvrir une recette à base des produits totalement météosensibles que sont le miel et le safran. Au menu donc, poulet caramélisé, très bon marché, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car quelques pistils suffisent. Les détails par Sylvain Rocher. Des morceaux de poulet bien dorés, le tout dans un caramel aromatisé au safran, une recette simple et économique, à peine 3 € pour les épices. Avec Aline comme cuisinière, nos invités vont se régaler. Direction le Tarn pour partir à la rencontre de cette petite fleur qui renferme en son cœur cette épice tant recherchée, le safran. Il se récolte entre octobre et novembre, il aime le soleil mais aussi la pluie. Nos hôtes en sont tombés amoureux et ils vont tout vous expliquer. Bah là, apparemment, on en aura pas mal à ramasser, j'ai l'impression. Hein. Il fait vraiment doux. Hein. Cette petite pluie, là, je pense que ça aura fait du bien. Hein. Parce que ça commençait à être un peu sec quand même. Hein. Tous les matins, entre octobre et novembre, Ève et son mari Yves font les quelques mètres qui séparent leur maison de leur safranière. Il faut récolter les fleurs avec précaution. Il s'agit de crocus et ce sont eux qui contiennent l'épice. Donc là, on voit qu'il y a des gouttes, il a plu un petit peu ce matin, donc raison de plus pour les ramasser rapidement, puisque la pluie abîme le safran, les UV abîment le safran, le vent d'autant abîme le safran. En fait, on est en lutte perpétuelle un petit peu avec et contre le climat. Ici, dans le Tarn, on se méfie du vent d'autant, un vent chaud et sec qui arrive du sud-est. S'il garantit une certaine douceur, 13 degrés de moyenne sur l'année, ces rafales peuvent mettre en danger la safranière. En fait, l'idéal pour le safran, c'est d'avoir des saisons normales. Le safran aime les étés chauds, les hivers froids, les pluies au printemps et en automne. Donc tout à fait le climat que nous avons dans le Tarn. Sachant que dans le Tarn, effectivement, le safran se cultive depuis le XIIe siècle. C'est pas pour rien. Le safran a fait la fierté d'Albi et de sa région jusqu'aux années 1750. Sa culture est ensuite réapparue au XXe siècle et aujourd'hui, une vingtaine de safraniers en vivent dans le Tarn. Après la récolte, place à l'émondage, un travail long et fastidieux. L'objectif, c'est de garder uniquement la partie rouge sang, quoi. C'est ça le safran. Selon la nature du terrain, on peut aller de 150 à 300 fleurs pour faire un gramme. Les gens pensent toujours que c'est le pire du travail. Non, c'est pas le pire du travail. On les a attendus toute l'année, on est quand même content, même si on se sent parfois un peu débordé. On est quand même content de le faire. Une fois les pistils isolés, on les sèche dans un four. Aline, une amie de nos safraniers, vient chercher la fameuse épice. Passionnée de cuisine, elle nous accueille dans sa caverne d'Ali Baba. C'est ici que nous allons réaliser ce poulet au caramel et au safran. Première étape, faire revenir la volaille. Dans de l'huile d'arachide, pas d'huile d'olive, parce que toujours pareil, il faut que le safran soit le seul qui ait un goût. Donc l'huile d'arachide, c'est neutre, il n'y a pas de souci. On peut donc mettre des morceaux de poulet à dorer. Alors maintenant qu'on a bien fait revenir des morceaux, on va donc le mouiller avec mon bouillon qu'on a préparé la veille. 24 heures avant, Aline a placé dans une casserole une carotte, une courgette, un oignon, du poireau et la carcasse du poulet. À côté, elle a écrasé le safran, elle l'a fait infuser dans un bol d'eau chaude. Après quelques minutes, Aline a mélangé le safran infusé avec le reste du bouillon. Elle a fait cuire le tout plusieurs heures et aujourd'hui, il n'y a plus qu'à se servir. Maintenant, je prends 2 louches de mon bouillon safrané. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 30 minutes en baissant mon feu. On en profite pour réaliser l'accompagnement. On fait cuire du riz dans le reste du bouillon pour qu'il prenne le bon goût du safran. Et on prépare des lamelles de courgettes. Je fais chauffer mon huile d'olive. Je mets donc mes lanières de courgettes. Ajouter mon safran. Je vais baisser mon feu
et cuire à couvert. Si on surnomme le safran l'or rouge, ce n'est pas pour rien. C'est l'épice la plus chère du monde. Mais en l'utilisant avec parcimonie, vous vous en sortirez à moindre frais. Même si c'est un produit de luxe, il y en a pour 3 € de safran. Pour le poulet, il a fallu 25 pistils. J'ai rajouté une pincée dans les courgettes. Le riz, il a le safran du bouillon. Non, ça ne fait pas une recette très chère. De retour devant notre cuisinière, on réserve le poulet et on réalise le caramel. Aline utilise du miel au safran. Sous l'effet de la chaleur, le sucre va se caraméliser. Ça sent bon. Ça sent... Là, tout... le safran donne tous ses arômes là en ce moment. Pour finir, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc, un morceau de beurre et il n'y a plus qu'à bien imbiber les morceaux de poulet. Voilà, le poulet au safran. Super. Et bon appétit. Alors pour réaliser chez vous le poulet au caramel et au safran à la manière d'Aline, pour 4 personnes, prévoyez un beau poulet, 20 centilitres de bouillon que vous réaliserez avec des légumes, une carcasse et 25 pistils de safran, 2 cuillères à soupe de miel au safran, du miel d'acacia pourra également faire l'affaire, 2 cuillères de vinaigre balsamique blanc, 20 g de beurre, du sel, du poivre et vous pourrez vous régaler. Du poulet, du miel, du safran. Et l'affaire est dans l'assiette. Miam. C'est réglé. En plus, ça a l'air croustillant. Dans le doute, évidemment, vous retrouverez les détails sur le site de France 3 ou sur les réseaux sociaux. On met maintenant en lumière une fierté française, les galettes de blé noir. Le sarrasin doit tout au climat et au vent marin breton. Comment faire plaisir à toute la famille avec un budget de seulement 10 centimes par personne? Incroyable. Voici la Guédouge a trouvé la réponse dans le Finistère. Les Bretons peuvent être contents. La crêpe est la recette française qui s'exporte le mieux. C'est facile, c'est pratique à manger, c'est bon et c'est pas cher. Environ 10 centimes l'unité. Si le monde entier se régale à moindre coût, c'est grâce au climat de la Bretagne. Sans son vent marin, il serait difficile de produire le sarrasin, base de la pâte. Avec 4000 tonnes par an, la région est le premier producteur français. Cette culture est ancestrale. Cap sur la Bretagne pour tout savoir sur la farine de blé noir et connaître toutes les astuces pour réussir l'authentique galette bretonne. La commune de Plogoff, à l'extrémité sud du Finistère. Depuis le XIIIe siècle, les habitants cultivent le sarrasin, différent du traditionnel blé tendre. C'est l'acidité du sol en fait ici qui permet la culture du sarrasin, quoi. Alors elle est triangulaire, quoi, ça n'a rien à voir avec le blé traditionnel. Très riche en farine aussi. Elle a plusieurs ramifications. Donc, elle est faite en plusieurs branches, quoi, par rapport à très différent du blé en fait qui n'a qu'un seul épi, quoi. Dans le Finistère, le temps change vite. La pluie battante peut laisser place à un soleil radieux en quelques instants. Cela est dû au vent breton. Les rafales peuvent aller jusqu'à 150 km/h. Cette météo incertaine fait souffrir le sarrasin et c'est justement pour ça qu'il est cultivé ici. Il y a besoin aussi, pour, avant d'être battu, d'être bien séché, quoi. Alors le fait d'être ventilé justement par un vent pareil, ça le fait sécher beaucoup plus rapidement que dans les autres régions où il est battu beaucoup plus tard dans la saison. Une fois le blé noir récolté, il est travaillé dans l'un des moulins de la région. Celui de Bleudec-Cap-Sizun, à 15 km du champ de blé noir de Johan, est digne d'un conte de fées. Sa princesse, Carmen, 27 ans, meunière, après des études dans le tourisme, elle a changé de voie et se passionne pour la meunerie, une activité ancestrale en Bretagne. Ça fait déjà 5 ans que je suis meunière. J'ai commencé jeune, mais j'ai rencontré des vieilles meunières depuis qu'on trouvait ça super chouette de voir la jeunesse et la jeune génération qui peut reprendre des métiers comme ça. On peut voir derrière qu'on a un canal en bois en fin de compte qui amène l'eau jusque là-haut. Et ça permet de faire tourner et de faire fonctionner tout le moulin après à l'intérieur. Et du coup, on est très tributaire de la pluie parce que le cours d'eau n'est pas important à la base. Donc si on n'a pas un peu de pluie pour rajouter de l'eau, on peut manquer d'eau à certaines périodes de l'année. Donc là, cette semaine, il a plu. Donc nous, on est content quand il pleut des fois parce que ça permet de faire fonctionner tout le système. Le sarrasin est moulu, la farine est ensuite tamisée pour retirer le son du blé. Il faut la maintenir à 15% d'humidité.
la farine peut rancir avec l'humidité. Et c'est pour ça que même à la maison, quand on stocke la farine, on nous dit toujours de la laisser dans un endroit frais et sec. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Je suis venue chercher la farine de blé noir. Oui. Pour faire des crêpes, allez-y. Allez, je vais préparer ça. Et ben, bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une À bonne bientôt. journée. Au revoir. Direction la cuisine de Karine, mère de famille bretonne de 39 ans, dans le village de Plouhinec, à 30 km de Quimper. Elle commence par la pâte. Un peu de farine de blé noir. L'astuce de notre cuisinière pour une pâte plus savoureuse, y ajouter une cuillère à soupe de farine de froment, une pincée de gros sel et verser le lait délicatement. Et on remue avec les mains. Ça va permettre de battre la pâte et d'avoir une pâte plus aérée. On peut mettre du lait, on peut mettre moitié lait, moitié eau, ou que de l'eau. Avec de l'eau uniquement, la pâte sera beaucoup plus forte. Et voilà. Il suffit d'intégrer doucement le lait, petit à petit, pas trop vite. Et ce qui fait que du coup, on n'a pas de grumeaux en fait quand on fait cette pâte-là. Hop, et j'ajoute un jaune d'œuf à la pâte en fait. Elle est liquide sans trop l'être, une consistance qui fait que voilà, elle va bien s'étaler sur la plaque, cuire rapidement parce qu'il faut qu'elle soit saisie. La pâte est prête à être cuite. Son prix de revient 2 € pour 12 à 13 personnes. Chez les Bretons, on ne fait pas les crêpes à la poêle. Alors en Bretagne, ça s'appelle une bilique. C'est une plaque de fonte. La cuisson sur la fonte est différente. Si on n'a pas la bilique chez soi, on peut faire bien sûr cette pâte-là et les faire à la poêle. Après, ça n'aura pas forcément le même goût. Ce qu'il y a de bien dans les crêpes, c'est que les garnitures sont au gré des envies et des budgets. Aujourd'hui, Karine reste authentique. Une garniture Saint-Jacques poêlée et fondue de poireaux. Et l'autre, andouille de guéméné et sauce crème moutarde. Avec 500 g de farine, on fait un bon litre de pâte. De quoi faire à manger pour la famille largement. C'est un plat économique et puis simple à réaliser et apprécié par tout le monde. Les grands comme les petits, tout le monde aime les crêpes. On se régale. Et la météo à Plogoff actuellement, eh bien, une journée rythmée avec quelques averses et 14 degrés au meilleur de l'après-midi. Eh bien, là où nous partons maintenant, de fortes pluies sont attendues. C'est à Conques, c'est dans l'Aveyron et c'est une étape incontournable du chemin de Compostelle. Chaque année, 20 à 30 000 pèlerins font une pause dans ce village médiéval. Tous subissent la pluie, le froid ou la fatigue, mais rien ne les arrête. Un voyage spirituel signé Fred Maurice. C'est l'un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté avec celui de Rome et de Jérusalem. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle vers la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, est un parcours d'environ 50 jours à la fois spirituel et physique qu'aucune intempérie ne saurait interrompre. Nous avons fait le Puy-en-Velay Conques, mais sous 15 cm de neige. Il vaut mieux la fraîcheur plutôt que un gros cagnard. Depuis le XIIe siècle, croyants et non-croyants ont défié toutes les météos. Nous sommes allés à leur rencontre, à Conques. Cet exceptionnel village médiéval niché dans la forêt avéronaise est l'une des étapes du chemin où les pèlerins nous ont fait partager cet étonnant moment de leur vie. On est parti du Morvan, on est sorti de chez nous et on est parti. Ça fait un peu plus de 760 km. Le but, c'est rencontrer des gens, c'est ralentir aussi, d'être à vitesse d'homme. On avait besoin de se laisser rencontrer et de rencontrer beaucoup de monde. On a tous les deux des rythmes assez effrénés dans notre vie de tous les jours et on avait envie vraiment de lâcher un peu la pédale et d'aller plus doucement, quoi. Thomas et Ingrid ont une vingtaine d'années avec leur âne et leur chien. Ils suivent une partie de la route du pèlerinage jusqu'au Puy-en-Velay. Le chien porte ses croquettes et l'âne porte le reste. On a donc environ entre 40 et 45 kilos sur le dos de l'âne, la tente, les duvets. Et puis après, on est équipés au niveau de la pluie. On a tous les deux une veste de pluie et plus des ponchos et des guêtres qu'on a déjà au pied. Être mouillé, je crois que c'est le pire pour des pèlerins en fait, parce qu'on en a pour plusieurs jours. On ne peut pas faire sécher nos affaires, donc on fait vraiment attention à ça. Chaque année, et quelle que soit la saison, plusieurs milliers de personnes se retrouvent sur les routes, animées ou non par des convictions religieuses. Nombreuses font étape à Conques, un petit village médiéval de l'Aveyron. Il est sur l'un des chemins de Saint-Jacques qui se termine en Galice, en Espagne. Pour aller en Galice, eh bien, il y a beaucoup de chemins. Et c'est un peu
comme les 5 doigts de la main. Il y a le chemin du Mont-Saint-Michel, le chemin de Paris, le chemin de Vézelay, le chemin du Puy-en-Velay, le chemin d'Arles, pour parler des chemins français, mais c'est toute une mosaïque de chemins en Europe. Le chemin de Saint-Jacques, c'est marcher vers le tombeau de l'apôtre Jacques. Et beaucoup de pèlerins cherchent à marcher vers un lieu fort. Et à Conques, il y a les reliques de Sainte Foy, qui était martyre en 303 dans la ville d'Agen. Et donc c'est un lieu où il y a la présence de ces reliques, la présence de la foi. Et surtout à Conques, on reprend confiance. La confiance, les pèlerins peuvent la reprendre chaque soir au moment de la bénédiction des frères prémontrés. Ainsi, tous les soucis du voyage disparaissent. Lors du repas pris au gîte, les aléas météo du pèlerinage deviennent dérisoires. Pour nous, les intempéries sont secondaires. Il n'y a que le froid. Alors le froid, de toute façon, on ne marcherait pas au-delà du 15 novembre, tout simplement parce qu'il y a certains secteurs, par exemple les plateaux de l'Aubrac sont enneigés, ça devient relativement dangereux. Bon, et on ne veut pas prendre de risques, c'est tout. On a eu de la pluie au départ du puits, du crachin, un peu de brouillard sur l'Aubrac, du soleil aussi. Enfin, toutes les journées sont bien. Quelle que soit la météo, n'empêche pas qu'une journée soit réussie. S'il en est un qui connaît bien le chemin de Compostelle, c'est Carmino. Ce bénévole est chargé d'accueillir les pèlerins. Quand les pèlerins arrivent ici, le premier qui arrive choisit sa place. À 60 printemps, il a déjà fait l'un des parcours à 2 reprises, 2 fois 1700 km à pied. Et ce ne sont pas les intempéries qui lui ont fait peur. J'ai eu en France, sur 29 jours d'étape, j'ai eu par exemple 24 jours de pluie. Puis des souvenirs, oui, j'en ai beaucoup de souvenirs. J'ai marché avec des dames qui avaient les pieds, comme on dit, c'est plus des pieds après, c'est les pieds qui sont sanguinolents et puis les gens continuent quand même. Hein. Mais c'est pas surhumain, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire. C'est à la portée de toute personne qui a la volonté d'y aller. Le lendemain matin, il est temps de reprendre la route sous un ciel plutôt maussade. Ah, la nuit est excellente. C'est vraiment la récompense du marcheur et du pèlerin. Ça. Oui, ça fait partie du décor, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'épreuve et du plaisir. Il ne faut pas considérer la météo comme un arrêt, autrement on n'arriverait jamais à Saint-Jacques. Hein. Enfin, c'est pas dit que nous y arrivons encore cette année. Hein. Avec la fameuse coquille Saint-Jacques accrochée à leur sac en signe distinctif, ils repartent pour une vingtaine de kilomètres pendant que d'autres arrivent. Conques, un des plus beaux villages de France. J'ai fait le chemin en entier en 2008. Eh bien, le chemin fut difficile au début. Il faut 2, 3, 4, 5 étapes pour soigner une ampoule quand on continue à marcher. Alors qu'il faut 24 heures ou 48 heures quand on est chez soi après avoir soigné l'ampoule. Mais on est porté par ce chemin et dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Alors évidemment, à l'heure du déjeuner, ils ne sont pas mécontents de se mettre un repas consistant sous la dent. Richard est là pour les contenter. Ce chef est un spécialiste de la charcuterie aveyronnaise. Il l'accompagne d'une salade aux fleurs des montagnes, les dernières de l'automne, et bien sûr, de l'aligot. Voilà, là on commence à le faire filer. La tome se mélange bien. C'est vrai qu'après une bonne journée de marche, les pèlerins sont contents de savourer ce délicieux repas à base d'aligot. Une assiette du pèlerin qui a donné envie à nos randonneuses de la veille de prolonger leur séjour ici. Bonjour. L'assiette du pèlerin. Merci. Merci. Conques, un village où les nourritures terrestres rejoignent les nourritures spirituelles. Et puis après cette étape spirituelle, une étape plus artistique maintenant. La Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, qui a inspiré les maîtres impressionnistes comme Monet ou Pissarro. Le village domine la vallée de la Seine et profite d'un panorama tout à fait incroyable. Alors parfois, il n'est pas rare d'avoir même sous les yeux carrément une mer de nuages absolument magique. Dans les méandres de la Seine, la campagne francilienne revêt sa cape automnale. Bienvenue à la Roche-Guyon, à 60 km au nord-ouest de Paris. C'est la seule commune de la région classée parmi les plus beaux villages de France. Et la balade vaut le détour. Construit au pied d'une falaise, à l'abri du vent du nord et exposé plein sud, les 500 Guyonnais bénéficient d'un climat plus clément que celui des villes voisines. Aujourd'hui,
Alain, qui habite ici depuis 48 ans, sera votre guide. Un village qui a inspiré les plus grands peintres français, un village avec une histoire et des phénomènes météo étonnants, un village où bonne humeur et solidarité riment avec quotidien. Laissez-vous compter la magie de la Roche-Guyon. Alain est arrivé à la Roche-Guyon en 1965 pour y prendre un poste d'instituteur. Au départ, il ne devait rester que 5 ans. Finalement, il y a passé sa vie. Ici, il connaît tout le monde et pour lui, la mascotte du village, c'est l'épicier. Ahmed, c'est la gazette du village. Il sait tout ce qui se passe. Il connaît tout le monde. On connaît les petits, les grands, les pépés, les mamies. C'est comme si c'était de la famille, quoi. Hein. C'est comme un fils. C'est mon deuxième fils aussi. Il est tellement gentil, serviable. Chez Ahmed, c'est un lieu de rencontre où les villageois viennent raconter leurs petits malheurs ou simplement parler de la pluie et du beau temps. Au moindre rayon de soleil, la falaise nous renvoie la chaleur. Et entre le bas du village et la crête, il y a 4 à 5 degrés de différence. Le vent ici, on redoute uniquement le vent du sud-ouest, parce qu'il arrive, qu'il frappe la colline. Par contre, le vent du nord nous épargne toujours. Exemple, la tempête du 26 décembre 99 qui nous est passée au-dessus de la tête. Grâce à la falaise, les maisons typiques du village, étroites et serrées les unes aux autres, ont été construites pour être à l'abri des vents violents, mais pas forcément en fonction de l'exposition au soleil. Entre la falaise et la Seine, vous avez 300 mètres. Il n'était pas question d'être en bord de Seine parce que les inondations tous les hivers rendaient impossible l'installation de construction. Elles sont donc orientées est-ouest, ce qui veut dire qu'en plein midi, vous n'avez même pas le soleil dans la maison. Vous voyez, ces maisons-là qui sont de l'autre côté ne verront plus le soleil aujourd'hui sur cette façade. Construit autour de son château à partir du XIIe siècle, la Roche-Guyon est située aux confins du Val d'Oise. Son architecture hésite entre Normandie avec des maisons à colombage et Île-de-France avec des façades de pierre claire comme celle de Christian, ami d'Alain. Tiens, salut Alain. Salut Christian. Qu'est-ce qui t'amène? Le beau temps. Cette maison à flanc de coteau jouit d'un cadre exceptionnel. Pour Christian, peintre et photographe de renom, le village est une source d'inspiration inépuisable. Alors on a un petit point de vue qu'on aime bien. Hein, en ce moment, il y a un soleil qui tape dessus. C'est carrément éblouissant. En fin de compte, c'est pour ça qu'on s'est installé ici. Quand on est arrivé la première fois et qu'on a vu ça, et je veux. On n'a pas vu que tout était pourri dans la maison. C'est vraiment un paysage qui fait partie de moi maintenant. Hein. Je ne peux plus m'en séparer de ce paysage. Chaque hiver, du haut de sa colline, Christian est témoin d'un phénomène spectaculaire. Il arrive assez fréquemment l'hiver que le village qui est au niveau du fleuve soit complètement sous la brume. Moi, quand j'ouvre la fenêtre, ou quand je regarde par la fenêtre, je vois une mer de nuages jusqu'à l'horizon. C'est la proximité de la Seine qui favorise la prolifération de cette brume localisée. Ce phénomène météo ponctuel offre ce spectacle d'une beauté sans pareille. Ça, c'est le bonheur d'être ici. Christian n'est pas le seul artiste à avoir trouvé son bonheur à la Roche-Guyon. Les peintres impressionnistes comme Monet ou Pissarro ont eux aussi rendu hommage à la beauté du village dans leurs œuvres. On bénéficie d'un bien-être. Après tout, je crois qu'on pourrait résumer ça. Il ne faut pas oublier qu'en dehors du château de la Roche-Guyon, le village a intéressé de nombreux artistes au 19e et ensuite. Donc c'est une campagne, c'est le ciel changeant, comme aujourd'hui parfois, que tous ces artistes viendront chercher. On vient à la Roche-Guyon pour admirer sa majesté, mais on y reste pour autre chose. La Roche-Guyon, c'est un site, c'est une histoire et ce sont des gens, une communauté. Des gens qui font une place aux nouveaux arrivants, il n'y a pas d'exclusion et ça c'est très heureux à vivre.
Qu'est-ce que c'est beau les boucles de la Seine. Et cet après-midi, au pied des falaises de la Roche-Guyon, un temps gris, courtes éclaircies très très courtes et 12 degrés, pas plus. Merci à Robert d'ailleurs pour cette photo du temps qu'il fait actuellement à la Roche-Guyon. Témoignage vivant. Voilà. D'ailleurs, faites comme lui, vous pouvez nous envoyer vos clichés pour couvrir bien sûr et compléter notre carte de France. Le mode d'emploi, juste en bas de l'écran. Et en attendant, eh bien, après plusieurs mois de liberté en montagne, les vaches quittent les montagnes ariégeoises. La descente vers les étables est évidemment un grand moment d'émotion, partagé par les éleveurs et ceux qui ont gardé leur bétail. Nos équipes de France 3 Midi-Pyrénées ont suivi cette transhumance. Ici, à Luznac-Unac, dans ce petit village du sud de la France, en Ariège, il a fait très doux jusqu'au milieu de l'automne et pourtant c'est la fin de l'estive. Pendant 5 mois, livrées à elles-mêmes, les vaches se sont nourries de l'herbe des pâturages de la montagne. Alors que les premières neiges vont arriver, l'heure de la descente a sonné. Chaque éleveur vient récupérer toutes les bêtes de son troupeau. Normalement, ça se présente bien pour moi, au moins. Pourquoi? Parce qu'il y a tout, presque tout. Toute la responsabilité de ce troupeau de 400 vaches repose sur les épaules de Brice. C'est lui le pâtre et quand toutes les bêtes sont là, il pousse un ouf de soulagement. La saison arrive à son terme, les vaches ont envie de descendre, moi aussi. Les éleveurs ont tous envie de récupérer leurs vaches, j'en doute pas. Non, et là il n'y a plus d'herbe, donc voilà, c'est bon. Maintenant c'est chaque chose en son temps, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. De mai à octobre, le pâtre a lui aussi vécu là-haut, à 1600 mètres d'altitude, ravitaillé par les ânes à l'aller et au retour. Ça représente dans les 400 kilos. Entre ses affaires, ses provisions, les croquettes pour les chiens, ça fait pas mal. Les ânes descendent, les éleveurs montent. Ils vont passer une dernière nuit là-haut, dans la cabane de Brice. La fin de l'estive passe aussi par un bon gueuleton. 9 éleveurs pour cette dernière nuit passée sous le même toit. Soudés comme une famille, tous sont passionnés de montagne et du métier. Moi je suis bien ici, et j'ai envie de descendre parce que je vais revoir ma compagne, mon père, quelques amis. Mais en même temps, ça serre un peu la gorge aussi de partir d'ici, c'est ma maison, c'est mon lieu. C'est le matin du grand départ. Les vaches ont beau être revenues à l'état sauvage pendant l'estive, il leur tarde maintenant de revoir la vallée, guidées par les voies de leur maître. 1000 mètres de dénivelé dégringolés en 1h30. Triées par élevage, elles repartent chacune vers leur pâture de Basse-Ariège et de Haute-Garonne, où elles brouteront les herbages dont elles raffolent. Cette tradition est ancestrale, mais pas forcément immuable. Il faut des gens un peu fous pour aller sur des montagnes isolées, 3 heures de marche, pas d'accès en voiture, partout les gens cherchent des pistes, des accès faciles. Quand il y a une bête malade, c'est très difficile. J'ai du mal à imaginer que dans des décennies, ce spectacle existera encore. J'espère de tout cœur me tromper. Et pourtant, c'est bien cette économie pastorale qui permet à la montagne d'être nettoyée chaque été. C'est elle aussi qui assure la sauvegarde de la race Gascogne. Eh oui, espérons que la tradition soit maintenue. On va maintenant revenir sur l'actualité météo. L'automne 2014 en Ardèche connaît des épisodes de pluie extrêmement soutenus. Hier, les précipitations ont été particulièrement abondantes et aujourd'hui encore, eh bien, la vigilance orange est maintenue. Le point avec nos équipes de France 3 Rhône-Alpes. La Volane tumultueuse monte à vue d'œil, les rivières ardéchoises sont de nouveau en crue et le département en vigilance orange. Il y a comme un air de déjà-vu, 4e fois en 2 mois. Solange et Christian sont bénévoles pour Météo France. Chaque jour de pluie, ils relèvent leur pluviomètre. Alors ça fait 108 mm de... Ce qui est beaucoup Un peu, oui. Sur ces cahiers, la mémoire de la météo ardéchoise. Septembre 2009, peu de pluie, idem en 2011. En 20 ans de relevé, 2014 est l'automne le plus arrosé. De mémoire de bénévole, je ne sais pas si je me rappelle de ça. Hein. C'est affreux. Hein, cette année, mais ça n'arrête pas. Hein, depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Hein. Si on regarde le cahier, je ne sais pas, mais... Là, je tombe sur janvier 2014. Regardez cette pleine page. Ça vous paraît exceptionnel comme année? Exceptionnel, plus qu'exceptionnel.
Et ces pluies font beaucoup de dégâts. Il y a 15 jours, de nombreuses routes et chemins ont été dévastés par les glissements de terrain. La commune d'Entraigues a déjà fait 2 demandes de classement en catastrophe naturelle cet automne. L'épisode Cévenol de 2013 avait coûté 100 000 €. Et à Entraigues, en Ardèche, il a plu, figurez-vous, 331 litres d'eau au mètre carré depuis hier matin. Tout cela donc en 24 heures. C'est considérable et tout à fait exceptionnel. Eh bien justement, quand cet épisode Cévenol va-t-il cesser? La situation en Ardèche est-elle inquiétante? On voit ça tout de suite avec notre journal du temps. Et nous sommes justement en duplex avec Bérangère Bourgeot, journaliste à France 3 Rhône-Alpes. Bonjour Bérangère, alors vous êtes à Vauguier en Ardèche. Bonjour. Quelle est la situation actuelle? Eh bien, en Ardèche, il pleut beaucoup, il pleut encore. Et ce n'est plus seulement sur les Cévennes, mais tout le département est touché. Les pluies se déplacent petit à petit vers la vallée du Rhône. Alors derrière moi, vous voyez la rivière Ardèche. Elle est en crue comme toutes les rivières du département. Elle est montée de 7,50 m. Seul point positif, le violent vent du sud a cessé, ainsi que les orages qui ont frappé toute la nuit. Les précipitations dépassent avoisinent les 400 mm. On est au-delà des prévisions. Et donc, bien sûr, la vigilance orange est maintenue jusqu'à demain. Alors, on parlera du vent, Bérangère, dans un instant, mais l'Ardèche est souvent touchée par les épisodes Cévenol. Quel est le caractère exceptionnel de celui-ci ? Oui, effectivement, vous avez raison, l'Ardèche est habituée des épisodes Cévenol. Mais vraiment, ce qui fait la particularité de cet automne 2014, c'est la répétition. Une année normale, Météo France nous disait que c'est 1 à 2 alertes orange par an. Là, nous en sommes à la 4e. En 2 mois, il y a eu 3 épisodes Cévenol comme celui-ci, 3 épisodes de crue avec des importants dégâts sur les routes, sur le réseau électrique. Alors, c'est sans doute dû au réchauffement climatique. Sans doute, l'Ardèche devra s'habituer. Une piste, une hypothèse. Vous avez raison, Bérangère, depuis le 15 septembre, ça dure. Merci Bérangère d'avoir été avec nous. Rentrez vite, vous mettre à l'abri. Laurent, maintenant, nous allons décrypter ensemble la météo de ces dernières heures. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que ces pluies remontent jusqu'à la Bourgogne, ce qui était finalement assez loin des Cévennes? Oui, effectivement. Alors, vous allez comprendre tout de suite avec l'image satellite. On a un flux de sud très important qui s'est établi sur les régions de l'Est. Elle va s'animer, cette carte. La perturbation, vous l'apercevez. Et actuellement, eh bien, le flux de sud qui remonte jusque vers le plateau lorrain est extrêmement rapide. On voit bien d'ailleurs la perturbation carrément pivotée. Les rafales ont pu atteindre les 100 km à l'heure facilement dans le couloir rhodanien. Forcément, eh bien, les nuages porteurs de pluie tout à fait exceptionnelles et importantes remontent vers la Bourgogne et ces images de la Saône-et-Loire, du département de Saône-et-Loire en témoignent avec des cumuls de pluie déjà très importants, des cours d'eau qui débordent et puis le phénomène de ruissellement qui est là extrêmement important et des problèmes d'inondation sur l'ensemble du département. Le Val-de-Saône qui est placé en vigilance orange avec de fortes pluies qui vont se maintenir. Déjà là au cours des 12 dernières heures à Dijon, il est tombé 62 litres d'eau au mètre carré. C'est considérable et l'épisode n'est pas terminé. On y revient dans un instant, bien sûr. Tout à fait, justement. Avant de passer aux prévisions, on va regarder ensemble notre carte du jour, celle qu'on a réalisée grâce à vos photos. Alors, c'est un petit camaillot de gris quand même sur une grande partie du pays, mais on note le bleu qui revient par l'ouest. Oui, effectivement, des éclaircies sur les régions de l'Ouest, mais c'est vrai que le gris est même extrêmement foncé sur les régions les plus au sud, avec là des nuages qui restent encore extrêmement menaçants et cet épisode qui va se prolonger. Pas de retour au calme véritable avant demain matin, mercredi. Prudence donc en attendant. Première direction, actualité oblige, on va commencer dans les Bouches-du-Rhône face à la montagne 5 victoires grâce à cette photo de René. Oui, avec un ciel très encombré, menaçant. L'ampleur de la menace, oui. Voilà, oui, effectivement, je ne sais pas trop si ça plairait à Cézanne de peindre un ciel aussi gris sur la 5 victoires. Le temps va rester encore extrêmement humide, très chargé, Martigues, avec des dégâts qui ont été produits, causés ce matin sous un orage, avec des rafales de vent extrêmement fortes, des bourrasques très importante. D'ailleurs, la vigilance orage est maintenue sur les Bouches-du-Rhône, mais aussi le département du Var. On va y revenir dans quelques instants. Donc là, les vents sont tournants, cisaillants, et les dégâts, vous le voyez, des arbres qui ont carrément été sectionnés sous ces orages. Le vent qui restera encore d'actualité, puisqu'on a un axe de vent assez fort qui remonte actuellement, qui était ce matin sur Gibraltar et qui devrait remonter vers la Provence et la Côte d'Azur durant cet après-midi. Alors heureusement, sous ces orages très forts, sur les Bouches-du-Rhône, aucune victime n'est à déplorer. Très bien. Bon, alors on le voit sur la carte, on est pour le coup pas tous logés à la même enseigne. Seconde direction du bleu, s'il vous plaît, à Saint-Sébastien-sur-Loire, grâce à cette photo d'Odile.
C'est vrai que comparativement au reste de la France, là, de très belles éclaircies se développent sur la Loire-Atlantique, le Val-de-Loire en général. Certainement la région de France la plus calme durant cette journée de mardi. Un temps relativement sec. Alors c'est vrai qu'en bordure et cet après-midi, peut-être qu'une petite ondée pourrait se produire, mais c'est vrai que c'est une météo plutôt sereine comparativement au reste du territoire, notamment au sud-est. Voilà, c'est Odile qui va 15 pouvoir degrés en cet après-midi, profiter. hein, ça 15 degrés, c'est parfait. Après vos photos, place à votre vidéo. On retrouve aujourd'hui Chantal qui est à Cannes. Alors bonjour Chantal, est-ce que ça gronde aussi chez vous? Bonjour Marine, bonjour Laurent. Il est 11h45. La pluie tombe assez abondamment. Il y a l'orage depuis au moins une demi-heure. Le ciel est tout bouché. Comme vous pouvez le constater, avec même du brouillard. Il fait 13 degrés. Vous entendez le tonnerre, les éclairs. Je pense que cet après-midi, ça va être pire. Ouais. Merci Chantal. Bon, passez une bonne journée, restez bien au chaud chez vous quand même. Ouais. Hein, ça gronde, le plafond est ultra bas. Toutes les conditions sont là. Situation extrêmement électrique et agitée. D'ailleurs, on a 4 départements au total qui sont placés en vigilance orage. Le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence ainsi que le Vaucluse. La pluie qui remonte jusque vers le Val-de-Saône avec des cumuls extrêmement importants. On a enregistré notamment sur l'Ardèche, qui a été le premier département concerné par ces pluies torrentielles depuis plus de 24 heures. On a enregistré parfois jusqu'à 360 litres, 400 litres d'eau au mètre carré, ce qui est absolument considérable. Et puis, vous le remarquez également, la vigilance vague submersion. C'est vrai que la houle va se renforcer cet après-midi sur le littoral méditerranéen, particulièrement les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes. On avait un axe, une veine de vent de secteur sud très très fort qui circulait beaucoup plus au sud sur la Méditerranée du côté de Gibraltar et qui va remonter vers la Provence ainsi que la Côte d'Azur cet après-midi. Donc forcément, ce vent extrêmement fort va générer une houle importante. Les pluies ont été conséquentes ces dernières heures. Résultat, l'évacuation des rivières vers la mer risque d'être contrariée à cause de cette houle très importante. Alors les problèmes de crue liés aux pluies très très importantes, bien sûr le département de l'Ardèche et d'une manière générale tous les affluents de la rive droite du Rhône. Et puis certains cours d'eau sont placés en vigilance, notamment le Var amont et puis tous les affluents donc de l'Ardèche et du Rhône qui débordent actuellement avec des niveaux extrêmement élevés. Donc cette carte de vigilance est valable jusqu'à demain. On attend une accalmie pour la matinée de mercredi, donc demain matin. Cela dit, cet après-midi, ça va se renforcer et la nuit prochaine, il faudra rester prudent. Ça va se calmer tout doucement. Demain matin, on retrouvera encore cet axe de pluie forte sur les régions de l'Est. Le vent soufflera encore pour cet après-midi. Situation pour cet après-midi avec des pointes là sur les crêtes alpines jusqu'à près de 100 km à l'heure. La limite pluie-neige reste encore assez élevée. Vous comprenez, on est dans le flux de sud avec toujours de l'air extrêmement doux et la limite pluie-neige seulement 2400 mètres. Déjà un petit peu plus d'air frais sur la barrière pyrénéenne avec les premiers flocons attendus entre 1500 et 1700 mètres et puis les vents tournant et se renforçant d'ailleurs sur le littoral méditerranéen. Alors on a pu voir il y a quelques instants les images du département de la Loire-Atlantique à Saint-Sébastien-sur-Loire. Cet après-midi, les nuages risquent d'être un peu plus menaçants, localement une petite ondée, des vents de secteur nord-ouest dans la traîne et puis entre les deux systèmes, cette poche qui va s'étirer du relief des Ardennes jusqu'au Limousin et au nord-ouest de l'Auvergne avec là des passages nuageux mais un temps nettement plus sec qu'ailleurs avec même parfois de belles éclaircies si vous avez de la chance. Voici les températures de ce mardi après-midi avec un thermomètre qui baisse par rapport à hier, une minimale de 10 à 12 degrés sur cet axe en allant des Flandres jusqu'au Cantal sur les régions de l'Ouest, un thermomètre un tout petit peu plus clément jusqu'à 16 degrés à La Rochelle, 15 degrés à Saint-Nazaire ou encore sur le bassin d'Arcachon. Les maximales 20 à 22 sur l'extrême sud-est mais là avec une météo extrêmement pluvieuse et agitée. Le thermomètre atteindra même les 25 degrés du côté d'Ajaccio. Situation pour demain matin. La vigilance sera encore en place en début de matinée. Elle risque d'évoluer, bien sûr, mais le temps se rafraîchira nettement sur les régions de l'Est. En témoignent les altitudes de limite pluie-neige. 800 mètres seulement sur les Vosges, le Jura, 1000 mètres sur les Alpes contre 2004 aujourd'hui. C'est dire le rafraîchissement qui sera opéré. Et puis sur l'extrême sud-est, on conservera encore quelques pluies soutenues, localement fortes pour les Alpes-Maritimes, le sud du massif alpin. En revanche, sur le reste du littoral méditerranéen, le vent se lèvera, Mistral, Tramontane, pas très fort, mais ça suffira à dégager le ciel et puis à améliorer la situation après les pluies de ces 48 dernières heures. 50 à 60 km à l'heure, ondée sur la Corse, avec un petit peu de vent. À l'arrière, un régime de traîne en allant du plateau lorrain jusqu'à la vallée de la Garonne. Et puis sur les régions de l'ouest et du nord-ouest, là, un temps un peu plus clément, quelques ondées.
ondées et averses qui seront sans doute plus fréquentes du nord Cotentin jusqu'au nord et au Pas-de-Calais. Les vents de secteur nord souffleront. Résultat, eh bien, dans le courant de l'après-midi, le front va se déplacer tout doucement, encore une fois extrêmement lentement, mais l'atténuation des pluies devrait se confirmer. Encore un temps humide en allant de la plaine d'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur. La limite pluie-neige entre 1000 et 1200 mètres, y compris sur le Massif central où il neigera. 1300 mètres sur la barrière pyrénéenne. Et puis le maintien du vent sur le littoral méditerranéen avec de belles éclaircies au programme, cette fois-ci en allant du delta du Rhône jusqu'à Cerbère, c'est juste là. Et puis à l'arrière, eh bien, le régime de traîne avec de belles éclaircies tout de même sur l'ouest et le centre-ouest. Toujours une poche de temps un peu plus agitée pour l'extrême nord avec des averses plus fréquentes et un temps un tout petit peu plus sombre. Regardez les températures prévues pour demain matin. Ça baissera encore avec une minimale de 3 degrés, pas plus, du côté d'Aurillac, 4 degrés à Alençon, 7 dans la capitale, 8 à Lille ou encore à Strasbourg. Et puis on atteindra 9 à 10 degrés autour de la Méditerranée, 13 à 15 même pour l'extrême sud-est et la maximale nationale sera de 16 degrés du côté de Bastia. Dans le courant de l'après-midi, un thermomètre qui fléchira une nouvelle fois au meilleur de la journée. Pas plus de 8 degrés à Mulhouse, c'est vous dire que si l'air sera frais, 10 degrés dans la capitale, 12 pour Clermont-Ferrand, 11 degrés à Lyon, douceur océane, près de l'Atlantique, entre 13 et 15 degrés et une maximale de 22 degrés. Fini les 23-25 degrés sur la Corse, pas plus de 22 du côté de Bastia. Voici la suite du programme maintenant pour jeudi et vendredi. La journée de jeudi, elle s'annonce venteuse sur les régions de l'Ouest avec le vent de secteur sud, 60 km à l'heure. Cette perturbation entrera par le Finistère, voile nuageux à l'avant mais temps agréable, de belles éclaircies de l'estuaire de la Seine jusqu'au bassin aquitain. Et puis sur l'est, là, les résidus du temps perturbé d'aujourd'hui avec encore quelques giboulées de neige sur le nord des Alpes à compter de 1400 mètres. Et puis un temps beaucoup plus gris au nord de la Seine particulièrement avec quelques pluies faibles. Le maintien du vent en Méditerranée, 70 km à l'heure. Le Mistral, la Tramontane, ça dégagera le ciel. Ce sera un temps bien sec avec du soleil des Pyrénées-Orientales jusqu'au Var. La situation maintenant pour la journée de vendredi avec un thermomètre qui aura bien baissé, notamment la veille, qui réagira un peu vendredi, 13-16 degrés. Nous serons dans un flux de sud-sud-ouest avec une perturbation qui entrera, la dépression pas très loin d'ailleurs. On voit bien le mouvement rotatif des vents qui souffleront, y compris dans les terres, notamment au nord de la Seine avec des pointes de secteur sud jusqu'à 60 km à l'heure. Le corps de la perturbation, sans commune comparaison avec celle que nous connaissons actuellement, puisque là les pluies seront relativement faibles à modérées, pas plus. Le soleil sur les Alpes frontalières et un ciel voilé de l'Alsace jusqu'au golfe du Lion. La suite du programme. Est-ce que le temps va être aussi perturbé que pendant la semaine? Alors, regardez un peu ce que nous prévoient les services de Météo France pour la journée de samedi. Un temps généralement bien ensoleillé. Sur la plupart des régions, ce sera sec, de très belles éclaircies, surtout sur les régions de l'Est ou encore du littoral landais jusqu'aux côtes méditerranéennes. En revanche, sur l'Ouest, là, l'arrivée de cette perturbation qui s'étirera de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Charente-Maritime et jusqu'au Finistère. Vent de secteur sud ou sud-ouest et puis un thermomètre en très légère hausse, 14-17 degrés. On sera à peu près dans les températures de saison pour cette journée de samedi. La suite de votre week-end, le lendemain du samedi, c'est le dimanche. Voici le temps prévu. C'est bien. Avec la perturbation qui va entrer dans le flux de sud-ouest, avec un ciel gris, surtout près de l'océan ou encore le long de la Manche. C'est là que les pluies seront les plus régulières. Ailleurs, les éclaircies. Le bémol, c'est ce qui va se passer autour de la Méditerranée. Avec à nouveau les vents qui vont carrément tourner, changer de direction. Nous repasserons en vent de sud-est avec une alimentation en air extrêmement humide sur les régions bordant le golfe du Lion. Résultat, à nouveau, les pluies. Forcément, les services météo surveillent de près cette situation qui risque de se reproduire en fin de semaine avec à nouveau des pluies. Je vous rappelle que ça dure depuis la mi-septembre, que les sols sont extrêmement gorgés d'eau et que l'écoulement de ces pluies s'effectue très très difficilement. Donc toute pluie supplémentaire est à surveiller de très très près. Le début de semaine prochaine, regardez un peu comment se profile la situation. Pour la journée de lundi, nous serons le 10 novembre. Les vents se maintiendront et toujours un temps pluvieux, une météo extrêmement humide avec des pluies marquées sur les régions du quart sud-est. Ça, c'est pas franchement une bonne nouvelle. Ailleurs, ce sera extrêmement gris avec des averses. Quelques éclaircies, mais très très discrètes sur les régions de l'Ouest. Bon, le thermomètre devient facultatif, 14 au nord, 18 au sud. La préoccupation, c'est ce qui va se passer dans le sud-est, bien sûr, puisque cette situation va se maintenir pour la journée fériée de la semaine prochaine, mardi 11 novembre, avec le maintien de conditions extrêmement pluvieuses sur les régions du quart sud-est. Ailleurs, les pluies, elles, seront beaucoup plus discrètes. Les conséquences risquent d'être nettement moins importantes. Mais c'est vrai que les cumuls attendus restent encore à évaluer sur ces régions du sud-est. Mais a priori, le régime méditerranéen devrait se maintenir pour ce milieu de semaine prochaine. Alors, si vous nous rejoignez, Laurent Romeshko va vous donner maintenant les prévisions à 8 et 9 jours, rien que pour vous.
Alors allons-y pour cette prévision à 8 et 9 jours, prévision toujours un petit peu délicate, d'autant que ce régime méditerranéen devrait se maintenir. Pour le mercredi 12 novembre, ça commencera donc en début de semaine pour les journées de lundi et mardi, et ça devrait se poursuivre avec encore des pluies qui affecteront le sud du massif alpin, l'ensemble des côtes méditerranéennes, surtout le massif des Cévennes. Voilà, épisode Cévenol ou pas, tout cela reste à surveiller. Et puis ailleurs, toujours le maintien de conditions extrêmement grises et agitées avec des averses qui se produiront sur de nombreuses régions. L'évolution maintenant à 9 jours. Nous sommes sur une prévision pour le jeudi 13 novembre avec toujours ce temps extrêmement humide et pluvieux pour les départements méditerranéens. Ailleurs, toujours ce temps gris automnal avec des pluies qui seront beaucoup plus locales. On termine avec l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 novembre. On perd que 2 minutes de durée d'ensoleillement. Ah, ça y est, ça commence à rétrécir. Et on embrasse bien fort aujourd'hui les Charles. Rappel de la carte de vigilance. Au total, 16 départements jusqu'à demain matin, 6 heures sont concernés. Pluie, inondations, vagues, submersions, Bouches-du-Rhône, ainsi que le Var et les Alpes-Maritimes. Prudence, s'il vous plaît. À demain. À demain, 12h55 sur France 3. Bon après-midi à tous. Merci. Ciao, ciao.